Bonjour Thierry, vous savez qu'En Marche, c'est le mouvement d'Emmanuel Macron. Nous allons donc en parler ce matin avec Richard Ferrand. Et effectivement, bonjour Monsieur Ferrand. Bonjour. Alors, de nouveaux incidents violents, on l'a entendu dans le journal, ont éclaté hier à Argenteuil, après d'autres communes de la région parisienne. Que ferait Emmanuel Macron s'il était déjà au pouvoir pour contenir, pour enrayer cette spirale de la violence? Nous l'avons dit, il faut une police de sécurité quotidienne. Ce que l'on appelait naguère la police de proximité que le président Sarkozy avait supprimée. Il faut que le lien entre les forces de police et les habitants de notre territoire se renoue positivement. Mais en même temps, sur ces incidents, je crois qu'il faut être clair. Il faut d'abord avoir une pensée pour la victime, Théo, pour sa famille. Cela veut dire que les jeunes ont raison aujourd'hui de casser, de se révolter? Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a des jeunes qui se rassemblent pour témoigner leur solidarité, leur sympathie, pour demander justice, et ils ont raison. Et puis, comme dans toutes les manifestations, il y a ensuite des voyous qui viennent les noyauter pour ensuite créer du désordre. On l'a connu, par exemple, lors des manifestations sur la loi travail. C'est toujours la même volonté de voyous, de délinquants, de s'emparer d'une cause pour laquelle on manifeste en liberté, pour ensuite casser. Pensez-vous en tout cas que ce climat va influer sur la campagne électorale et notamment donner des arguments, du carburant à Marine Le Pen qui dénonce aujourd'hui l'insécurité en France et le laxisme notamment de l'État? Oui, vous savez, c'est son fonds de commerce que de réutiliser les crimes, les drames, les violences pour essayer de diffuser la peur et d'attirer les Françaises et les Français vers eux. Mais moi j'ai confiance dans la lucidité des Françaises et les Français pour ne pas se laisser avoir par, au fond, ces manipulations permanentes. Alors, sondage après sondage, Emmanuel Macron semble devoir se qualifier pour le second tour face justement à Marine Le Pen dans la présidentielle. Et pourtant, on ne connaît toujours pas ni son programme, ni le chiffrage des mesures qu'il va proposer. Comment ça se fait qu'il arrive après tous les autres? Vous savez, nous avons une méthode que nous avons d'ailleurs annoncée dès le mois de septembre. C'est d'abord de dégrainer, si je puis dire, progressivement les solutions que nous mettons sur la table, de les mettre en débat avec les comités locaux de notre mouvement. Il y en a plus de 4000. Songez qu'aujourd'hui, on a dépassé les 190 000 adhérents. Et ensuite, de confronter ça à des experts, etc. Donc, nous avons déjà fait des propositions sur l'emploi, sur l'agriculture, sur la culture, sur l'éducation, sur la santé. Le chiffrage, le cadrage budgétaire, c'est pour la semaine prochaine et l'intégralité du programme, ce sera pour début mars. Alors je sais qu'il y a une grande impatience pour que tout soit donné de manière complète. Vous pensez que c'est ce qui fait aussi une part de son succès, le fait qu'on n'ait pas un programme en bonne et due forme et qu'on ait finalement un air du temps? Par exemple, je vous pose une autre question. Monsieur Macron a encore fait la couverture de Paris Match la semaine dernière. Est-ce que cela ne fait pas un petit peu beaucoup? On a l'impression que c'est un candidat qui joue beaucoup sur l'image avant de jouer sur les propositions. Monsieur Wittenberg, c'est pas Monsieur Macron qui est le rédacteur en chef de Paris Match. Quand Paris Match fait des couvertures avec Monsieur et Madame Macron, ils vendent beaucoup. Donc ils y prennent goût. Mais ce n'est pas nous qui le décidons, ce n'est pas nous qui le choisissons. Donc, et ce n'est pas gênant d'avoir un candidat qui fait vendre du papier glacé plutôt que ça montre que faire les Françaises et les Français s'intéressent. Quant à nos propositions, début mars, toutes seront sur la table. Et je suis certain que votre impatience sera alors satisfaite. Mais je voudrais quand même citer un exemple concret de ce que nous avons proposé. Il y en aurait des dizaines et des dizaines. Quand nous disons qu'il faut aujourd'hui que l'allocation chômage puisse être ouverte à celles et ceux qui entreprennent, par exemple des agriculteurs, par exemple des commerçants, et qui échouent, parce que cela peut arriver, parce qu'échouer, c'est d'abord avoir essayé. Quand on dit que les démissionnaires vont pouvoir aussi bénéficier de cela, alors là, oui, nous faisons une véritable révolution, de dire que l'on passe d'un système d'allocation universelle et pas simplement un système d'assurance. C'est pour justement dynamiser l'esprit d'entreprendre des uns et des autres et qu'on se dise, au fond, il faut prendre des risques, mais il faut aussi un peu de sécurité, donc plus de liberté, plus de protection. Voilà un exemple concret. Et comme ça, il y en a beaucoup, mais le temps nous manquerait. Richard Ferrand, Emmanuel Macron est attaqué régulièrement sur ses liens avec la finance et aussi sur sa vie privée, on l'a vu la semaine dernière. Vous pensez que ces attaques ont une source précise? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder les faits. Deux grands médias, Russian Today et Sputnik, qui appartiennent à l'État russe, font leur quotidien de la diffusion, de la propagation de fausses nouvelles. Ensuite, ces nouvelles sont reprises, sont citées et viennent peser sur notre vie démocratique. Je vais vous donner un exemple précis. Un blog repris
a dit, lorsque Emmanuel Macron est allé au Liban, il a dormi à l'ambassade de Liban, au fond, aux frais du contribuable. À l'ambassade de France. À l'ambassade de France au Liban, ce qui naturellement était inexact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le magazine Les Inrecuptibles, certes en citant le blog, a donné cette fausse information. Deux porte-paroles de M. Fillon ont repris sur Europe 1, sur France Culture et ailleurs cette même information pour ensuite s'apercevoir d'ailleurs qu'elle était inexacte. Mais en attendant, le mal est fait, la rumeur est partie et ensuite on vient comparer cela à d'autres faits qui sont plus embêtants. Vous affirmez que la Russie aujourd'hui travaille à l'échec d'Emmanuel Macron comme elle l'avait fait sans doute contre Hillary Clinton aux États-Unis. Moi je ne dis pas cela, je dis qu'il y a ça d'un côté et il y a des centaines, voire des milliers d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Et comme par hasard, cela vient des frontières russes. Moyennant quoi, nous, ce que nous demandons solennellement, c'est que les plus hautes autorités de l'État se saisissent de ce phénomène pour garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence d'une puissance étrangère dans notre vie démocratique. Voyez-vous, les Américains s'en sont aperçus, mais trop tard. Lorsqu'il y a eu des rumeurs, Mme Clinton est malade, ou le FBI souhaite l'entendre, etc. Ça a été trop tard pour le démentir. Mais pourquoi le Kremlin, pourquoi la Russie voudrait s'en prendre à Emmanuel Macron, selon vous? Sans doute parce qu'ils savent que Emmanuel Macron veut une Europe forte, veut une Europe qui se développe et une Europe qui pèse lourd, y compris face à la Russie, là où d'autres, eux, d'abord sont plus familiers, plus amicaux du régime russe. Lesquels? Et vous par pensez ailleurs, à qui? Lesquels le régime russe voudrait favoriser aujourd'hui? Il est clair que l'extrême droite et la droite et leurs candidats sont plutôt bien vus. Voilà ce qu'on peut dire. Tandis que nous promouvons une Europe forte, une Europe puissance, et évidemment, objectivement, un certain nombre de médias russes, manifestement, n'en veulent pas. Alors, Richard Ferrand, vous défendez, on l'entend bien ce matin, Emmanuel Macron. Pourtant, vous êtes toujours député socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 du PS, l'a promis. Ceux qui parrainent Emmanuel Macron seront exclus. Donc, vous n'aurez pas l'étiquette socialiste pour vous représenter. Est-ce que cela vous gêne, au fond? Vous savez, moi, je viens d'une circonscription rurale, Carhaix, Châteaulin, Crozon. Vous êtes il y a beaucoup, dans le Finistère. Voilà, il y a beaucoup de producteurs agricoles. Donc moi, je suis favorable à l'étiquetage de l'origine des viandes. Ensuite, mes convictions, moi, je sais lesquelles elles sont. Je sais pourquoi je suis engagé aux côtés d'Emmanuel Macron. Et donc, l'étiquetage ne m'intéresse pas à cet égard-là. Ça veut dire que vous n'êtes plus socialiste? Je le suis, mais je n'ai pas besoin d'une étiquette pour avoir des convictions claires, pour les porter depuis 20 ans et pour continuer aujourd'hui à les porter, mais d'une manière qui soit plus efficace, d'une manière qui dépasse les clivages, qui permette de rassembler. Car voyez-vous, la démarche d'Emmanuel Macron, elle est à la fois lucide et courageuse. Lucide, parce qu'elle porte un regard sur le monde qui est celui de la réalité, avec la passion du concret, et en même temps courageuse, parce qu'au fond, la démarche qu'il a menée, il faut un certain courage pour le faire. J'ai bien vous entendu. Merci beaucoup, Richard Ferrand. C'est à vous.